Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Lorsqu'on m'a sollicité pour intervenir ici aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à dire et j'ai décidé de faire cette intervention sous le titre Reconsidérer les individus, dont soi-même. Je suis Alicia Jovin, je travaille à la Croix-Rouge française. Je suis chargée de mission handicap. Je travaille sur tout ce qui est empowerment, pérémulation, sachant que notre but est de développer la participation des personnes en situation de handicap au sein des formations des professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Comment leur redonner la parole, comment les inscrire directement dans le cursus, et surtout, comment, à travers cela, créer un lien direct entre la réalité du terrain et la théorie. Alors, pourquoi toutes ces démarches? Parce que, en tant que personne directement concernée, et à travers nos échanges quotidiens avec les professionnels, on s'aperçoit que la formation, c'est indispensable, c'est très bien. Et malheureusement, il y a un moment, comme aujourd'hui, on ressent une certaine incohérence entre les valeurs du soin et de l'accompagnement et le côté peut-être trop spécifique, l'aspect de vouloir être parfois très formé, trop formé spécifiquement sur des types de handicap ou des pathologies cloisonnées. Donc, j'ai préparé cette intervention avec l'aide de mon auxiliaire de vie, Madame Saint-Pierre Daniel, qui est aussi formatrice auprès des auxiliaires de vie. J'ai découpé ce que je voulais vous dire aujourd'hui en 3 grandes parties, à partir de 3 grandes phrases que personnes en situation de handicap et accompagnants peuvent entendre au quotidien à travers des situations. La première, c'est « je ne prends pas la responsabilité ». C'est-à-dire qu'en tant que personne en situation de handicap, on peut solliciter, comme tout individu, l'aide d'une personne sans qu'elle soit spécifiquement formée au handicap. On peut simplement demander de l'aide pour ouvrir une porte, pour vous apporter un plateau repas ou autre. Ça fait partie d'un échange humain. Très récemment, j'ai voulu prendre le TGV pour un rendez-vous professionnel et je ne suis arrivée que 28 minutes en avance au lieu de 30, malheureusement. Et donc, on m'a répondu « Je ne prends pas la responsabilité de vous faire monter dans le train ». Et ça m'a un peu percutée, d'abord parce que ce n'est pas la première fois, mais aussi parce qu'on assiste à une espèce d'effet assez réducteur de la part de la personne qui est en face. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur la manière dont elle nous perçoit. Est-ce que ma situation de handicap est amplifiée? Est-ce que cette personne craint que ma situation, ma dépendance, mon besoin d'être aidé empiète sur sa sécurité, sur sa situation, sur son équilibre peut-être? Donc il y a cet effet d'être un peu réduit à une simple situation de dépendance. On en vient aussi à se demander si l'aide qu'on demande, et surtout dont on a besoin, est trop importante. La personne qui est en face, donc, qui peut nous apporter de l'aide, pourquoi a-t-elle une aussi grande peur? Est-ce une peur de ce qui peut m'arriver et de ce qui peut lui arriver? Est-ce qu'elle a connu une mauvaise expérience dans le passé, peut-être? Est-ce qu'elle a peur de ce que la situation ou son geste d'aide peut engendrer? En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait une réelle confusion et un mélange pas très clair entre la compétence, la qualité humaine, l'éthique professionnelle et l'éthique citoyenne. Et en tant qu'accompagnant, en tant que soignant, je pense que tout le monde a le droit de se poser cette question-là. Et tout le monde peut, à un moment donné, se perdre entre quelles sont ses valeurs de citoyen et quelles sont ses valeurs de professionnel. Tout ça pour dire que dans la société en général,
et cela part évidemment de la relation d'accompagnement et de soins, il est très important, voire primordial, de pouvoir à un moment donné faire la distinction entre l'entraide, la vie en société, la solidarité et la prise en charge. Ce sont des choses tout à fait différentes. Il y a des points qui peuvent être similaires et pourtant ça fait toute la différence parce que quand on porte assistance, on n'a pas pour ambition de faire à la place d'eux. Voilà. Il y a toute une différence. La personne qui est capable d'agir et d'agir selon ses propres valeurs demande de l'assistance, pas forcément du faire à la place. Une autre phrase que j'ai l'habitude d'entendre, parce que je reçois pas mal d'auxiliaires de vie, notamment dans mon quotidien, c'est « je connais mon métier ». Alors, certes, tout le monde évolue dans son métier, tout le monde a son bagage de compétences, mais quand on reçoit un nouvel accompagnant, parfois, le fait d'entendre « je connais mon métier » de manière très claire et très ferme, eh ben, ça peut bloquer toute la démarche d'accompagnement. Parce que, est-ce que ça veut dire, par exemple, que le métier se réduit à des compétences et à un cadre unique? Est-ce que le métier se réduit à une seule façon de faire, à un seul type de pratique? Or, on parle bien d'accompagnement, c'est-à-dire d'intervention, de soins, d'aide, de sécurité dans un processus de vie humaine. Et la vie, comme tout le monde, elle est faite d'imprévus, elle est faite d'adaptation, elle est faite de changement. Alors, ce que j'aurais envie de dire à ça, c'est que certes, les compétences professionnelles font de nous ce que nous sommes, notre formation est indispensable, mais c'est avant tout un moyen d'accéder à la pratique. C'est une base de connaissances qui me donne un statut et une certaine sécurité dans la pratique. Mais attention, parce que, sans vouloir entrer trop dans des débats délicats, est-ce que imposer un cadre trop fermé, trop réglementaire, ne relève pas finalement d'une certaine forme de maltraitance? Ce fait de vouloir imposer une façon de faire qui est établie depuis longtemps. Alors évidemment, on a tous des limites, on a tous des responsabilités, et ça ne veut pas dire qu'on doit accepter de tout faire. Il y a des tâches qui relèvent d'autres compétences, il y a des tâches qui nécessitent un autre point de vue, une autre manière de faire. Toutefois, il faut revenir à la base de l'accompagnement. Quand je ne suis pas en capacité de répondre à une demande, je suis aussi en droit de l'exprimer, de mobiliser d'autres compétences autour de moi. Je dois travailler en équipe, en complémentarité. Je dois avant tout demander à la personne elle-même, car elle est la plus à même de connaître ses besoins. Et surtout, quand on parle d'accompagnement, ça veut dire que j'accompagne la vie. Donc je dois être capable de faire preuve de souplesse, de progresser, d'apprendre. D'abord pour moi-même, pour pouvoir faire face à un plus grand choix, un plus grand nombre de situations, mais aussi pour que la personne puisse être vraiment dans un processus d'amélioration, d'ouverture et d'envisager de nombreuses perspectives de vie. Et puis la dernière phrase, alors il y en a beaucoup mais bon, il fallait faire un choix. Il y a une phrase aussi que j'entends souvent, que ce soit dans les administrations, dans l'accompagnement, dans le service à la personne, dans le service de transport, c'est « je ne peux rien faire de plus ». En effet, comme je viens de le dire, nous avons tous des limites. Parfois, c'est la vie, qu'on soit en situation de handicap ou pas, parfois il n'est pas possible d'aller au-delà de l'obstacle, ou en tout cas, pas de la manière dont on voudrait. Mais pour moi, quand on se rapproche vraiment du cadre de soins et d'accompagnement, le fait de dire « je ne peux rien faire de plus », ça pose une vraie question, notamment sur ce qu'on attend du soin et de l'accompagnement. Est-ce qu'on attend
un maintien? Est-ce qu'on attend un soulagement? Est-ce qu'on attend une réelle amélioration de la qualité de vie, des conditions de vie? Est-ce qu'on souhaite dépasser une situation, aller au-delà, envisager autre chose? Moi, je ne suis pas médecin, mais je suis concernée par la question. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi entrevoir et considérer les droits d'une personne, d'un citoyen en situation de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une idée de maintien. La personne a aussi le droit de demander plus, d'aspirer à plus, de vouloir plus. Elle a aussi le droit d'entrevoir au-delà de sa pathologie ou de sa condition, sa situation de malade. Et je pense qu'il y a une impulsion à donner du côté du soin et de l'accompagnement à propos de ça. Parce que si les soignants et les accompagnants peuvent considérer le plus, alors les personnes le peuvent aussi. Et c'est aussi des données à prendre en compte, évidemment, dans tout ce qui est coordination des soins, coordination de l'accompagnement. À mon domicile, très rapidement, à mon domicile, j'ai des auxiliaires de vie 24 heures sur 24. Je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Il y a beaucoup de formes d'accompagnement. Mais parfois, même souvent, j'ai du mal à faire entendre que non, je ne peux pas recevoir l'auxiliaire de vie à 9h30 au lieu de 9h parce que je dois partir travailler à 9h15 ou à 9h45. Et ça, c'est difficile à faire entendre parce que on a l'impression souvent qu'on est considéré un peu comme des personnes ayant besoin d'un soin minimum, voilà, ayant besoin d'un confort mais minimum. Et mes désirs personnels, mes choix de vie, mes activités ne sont pas forcément prises en compte. Or, c'est par là que passe aussi la citoyenneté, l'expression des besoins, le confort, le bien-être. Pour finir, je voudrais dire, pour conclure sur tout ça, que dans la relation de soins et d'accompagnement, on constate que les pratiques peuvent s'apprendre. Ce ne sont pas des métiers que tout le monde est capable d'exercer, certes, mais les pratiques, les gestes techniques peuvent s'apprendre. Mais les valeurs se construisent. Et elles se construisent par l'expérience, elles se construisent par la confrontation, par l'adaptation, par le fait d'envisager de nouvelles perspectives. Et je pense, et je ne suis pas la seule, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire sur la qualité, notamment dans le domaine des soignants et des accompagnants, sur les valeurs. L'exigence doit se positionner sur les valeurs. Parce que, à partir des valeurs, on peut accéder à tout un tas de compétences et on peut accompagner tout un tas de projets de vie. Merci de votre attention.